Bonsoir. Je m'appelle Pascal Charouin. Je suis, comme mon accent doit le trahir un petit peu, je suis de la région, donc je suis né à Firminy, où j'ai vécu de toute ma jeunesse. Je vais rapidement faire le tour de la question personnelle. Alors, plus exactement, donc moi je travaille dans le domaine de l'histoire du sport et une histoire particulière dans notre région. J'ai beaucoup bossé sur l'histoire de l'AS Saint-Étienne. J'ai contribué notamment à la réalisation du musée des Verts. Alors peut-être juste une anecdote, pourquoi des sujets à caractère sportif alors qu'au départ, moi j'avais démarré des études à Sciences Po à Lyon. Eh bien parce que j'ai toujours été baigné dans un univers sportif du côté de mes parents, de mes frères, qui étaient plutôt des pratiquants de sport collectif, basket, handball, volley. Et puis un beau jour, en 1977, j'étais présent au stade Geoffroy Guichard pour le match retour de Coupe de France entre l'AS Saint-Étienne et le FC Nantes. L'ASS avait pris 3-0 à Nantes. Et au match retour, les Verts gagnent 5-1 et j'ai cru que je me prenais le gradin nord, à l'époque debout bien sûr, sur la tête, et donc j'avais 14 ans. Et j'étais curieux, je ne savais pas ce que c'était l'histoire ou la sociologie du sport, mais je m'étais dit, il se passe quand même un truc, c'est pas seulement une histoire de ballon qui doit rentrer dans une cage. Il y avait un peu cette dimension, alors je ne sais pas si c'était sociologique, philosophique, historique, mais bon, ça a été un petit peu le déclencheur. Donc par la suite, et je vais rapidement, hein, j'ai travaillé, donc j'ai fait ma thèse sur la mobilisation. Qu'est-ce qui fait qu'un public se mobilise pour son équipe de football? Donc je crois que je peux dire, même si, alors je vais être franc avec vous, hein, je revendique plus grand-chose de ma thèse. J'ose même pas la réouvrir tellement je la trouve nulle, mais il paraît que c'est normal. Mais par contre, j'étais, je crois, l'un des premiers à travailler là-dessus avec quelqu'un qui s'appelle Christian Bromberger, qui a travaillé sur lui sur le public de l'Olympique de Marseille. Et à l'époque, dans les années fin des années 80, début des années 90, des gens qui travaillaient sur les publics du foot, il n'y en avait pas, parce que le milieu scientifique, intellectuel trouvait que le sport, c'était pas très sérieux, et encore moins le spectacle du sport. Alors pour terminer, avant de laisser la main à Jérémy, que j'ai eu comme étudiant en plus, hein, donc voilà, il me doit beaucoup de choses, ce jeune garçon, et que j'ai croisé sur des terrains de sport en plus, encadré des jeunes, moi aussi, etc. Juste un dernier point par la suite, étant enseignant au département STAPS de Saint-Étienne et rattaché à un labo lyonnais, nul n'est parfait, j'ai travaillé sur pas mal de choses, notamment sur l'histoire du football féminin. J'ai travaillé un moment sur l'affaire Tom Simpson, le cycliste qui est mort dans l'étape Marseille-Carpentras dans le Ventoux. Et d'autres choses encore sur les rapports entre la Saint-Étienne et Manu France, etc., etc. Et là, actuellement, on est plutôt effectivement sur la notion de sexe et de genre qui est plutôt très à la mode, même si c'est un peu décrié, c'est plutôt là-dessus que je travaille. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, c'était pour vous dire un peu pourquoi au départ cette volonté de m'intéresser à cet objet d'étude. Voilà, je vous remercie, je passe la main à Jérémy. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Alors, je m'appelle Jérémy. Moi, je ne suis pas du tout de la région. Historiquement, je suis né dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Et un peu comme Pascal, c'est un peu la curiosité qui m'a attiré vers l'étude du sport et je dirais plus largement l'étude de la motricité. Quand j'étais petit, on m'a emmené plusieurs fois voir des étapes comme Paris-Roubaix. Et Paris-Roubaix, c'est assez exceptionnel parce que quand vous vous mettez au carrefour de l'Arbre, sur les pavés, quand vous voyez passer les cyclistes à une vitesse qui est tout simplement exceptionnelle, on se demande comment ils font pour tenir debout. Quand ils attaquent la Trouée d'Arambert, quand vous savez qu'en moyenne, il y a à peu près 2 cm entre les pavés, c'est-à-dire que les pavés ne sont absolument pas droits, on se dit mais
comment font ces cyclistes pour arriver à rouler à plus de 40 km/h, à tenir sur leur bicyclette, et finalement à finir cette étape, c'est plusieurs centaines de kilomètres, pour essayer de contribuer encore à ce que les temps diminuent ou à ce que les athlètes vont de plus en plus vite. Mais la performance, c'est aussi faire de la prévention des blessures, puisque je serai performant dans mon activité si je touche du bois, si je ne me blesse pas. Donc on travaille aussi sur un versant prévention des blessures. Et puis aujourd'hui, on parle aussi du sport et du sport santé. Dans pas mal de pathologies, le sport peut être un médicament de demain, un médicament qui est gratuit, qui est pas cher, que l'on peut tous pratiquer. Alors on va plus parler d'activité physique que de sport dans ce contexte-là, mais on vient également dupliquer, transposer nos recherches, les appliquer dans ces trois domaines. Juste un dernier point, moi en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai un parcours un peu particulier parce que ma thèse, je l'ai faite dans l'industrie, notamment dans l'industrie du sport. Donc j'ai un parcours de 7 ans d'ingénieur recherche et développement pour un équipementier français. Et le regard croisé entre ce qui peut se passer en termes de développement de produits, ça rejoint un peu les sciences humaines également, hein, le côté bien-être dans un produit, le côté mode, le côté un peu social, etc. Et c'est des fois un peu antinomique avec ce que la recherche peut nous montrer en termes de développement de produits. Voilà, je vous remercie. Bien, à vous écouter tous les deux, le nombre de questions déjà qui me trottent dans la tête sont très importantes. Alors je ne vais pas les poser moi, hein, ce n'est pas mon rôle, mais je vais laisser au public le choix, aux volontaires de poser la première question, qui est toujours la plus dure, et puis après ça ira tout seul. Qui pose la première question ? Alors, David, qui n'a pas raté un seul de nos cafés Sciences et Philo, peut avoir cet honneur-là. Oui, alors justement, oui, il y aurait une question toute simple en fait, c'est par rapport aux années 50-60 en fait, c'est le progrès absolument énorme des athlètes. Dans les années 30, courir le 100 mètres en 12 secondes, 11 secondes et demie, 12 secondes, c'était presque un exploit, alors que maintenant un enfant de 15 ans le fait. Donc voilà, et maintenant on est à 9 secondes 80, et si ça se trouve on va passer à peine 9 secondes. En fait, il y a sans doute une barrière limite. Quelle va être cette barrière limite ? Parce que en fait, le corps, au bout d'un moment, on arrive à une certaine limite. Alors comment ça se passe ? Est-ce que maintenant on ne fait pas un tri au niveau génétique ? Ce qui ne se faisait peut-être pas avant dans les années 30-50, que maintenant en fait les athlètes, il y a un côté génétique où on sait comment les trier. Voilà, ce qui est assez étonnant, c'est en fait maintenant on arrive à un niveau, est-ce qu'on ne va pas arriver d'ailleurs à, peut-être que dans 10 ou 15 ans, les records ne vont plus jamais être battus parce qu'on arrive vraiment à une limite du corps, ou alors après il va falloir faire une augmentation transhumanienne, quoi, mais plus du tout naturelle. Alors, sur le versant purement mécanique ou biologique, vous avez raison, on peut très bien se dire dans 15 ans, on va atteindre le plateau, la limite. Mais en fait, cette question, il y en a d'autres qui l'ont soulevée dans les années 80. Dans les années 80, on pensait déjà avoir atteint, dans certaines disciplines, cette fameuse limite. Et pour autant, on s'aperçoit que d'année en année, d'épreuve en épreuve, ces limites tombent. Alors, il y a un élément déjà sur le corps qu'il faut avoir en tête, c'est sa capacité d'adaptation. Je vous dirais, c'est la plasticité corporelle. En fait, le corps évolue par rapport à l'environnement dans lequel il est, par rapport à l'entraînement. Aujourd'hui, on a un entraînement qui est beaucoup plus scientifique, maîtrisé. À une certaine époque, déjà, il n'y avait pas le côté un peu professionnel. Les athlètes arrivaient, on leur faisait faire des choses, mais plus au feeling. Aujourd'hui, des athlètes viennent dans des laboratoires de recherche, on évalue précisément certains paramètres, ils reviennent 2 mois après. Aujourd'hui, on est quasiment sur un athlète machine parfois. Le côté humain, psychologique, il est quasiment absent. Je vais reprendre le cyclisme. Aujourd'hui, on a énormément d'outils de mesure embarqués. On est capable de connaître la fréquence cardiaque de l'athlète, la puissance qu'il développe dans la pente. On a énormément d'informations. Et du coup, tout ça, ça permet d'orienter et de guider ces fameuses performances.
Donc l'évolution a contribué, l'apport scientifique, les connaissances scientifiques ont également contribué. Après, il ne faut pas tomber dans l'effet pervers de ces évolutions. Vous l'avez évoqué, il y a certainement des aspects génétiques, on le sait. Là, je vous dirais qu'il y a une barrière entre le côté sport et accessible à tout le monde, et le côté, finalement, on le réduit qu'à une certaine frange d'individus, quoi. Donc là, voilà, il y a le côté biologique, il y a le côté aussi, très certainement, sciences humaines. La frontière, aujourd'hui, avec le dopage, pour moi, c'est aussi des questions à se poser. On n'en est pas très loin, parfois. Donc voilà. Moi, je vais répondre. Alors, je ne vais pas reprendre l'argumentation de Jérémy, notamment les problèmes de dopage, mais l'un des moyens qu'ont trouvé les fédérations justement pour régler ce problème, ça a été de multiplier les types d'activités. Prenez un exemple. Aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, en natation, il devait y avoir 8 épreuves. Aujourd'hui, la natation, ça dure 1 semaine. Vous avez, quand vous mettez bout à bout les 4 nages, que vous rajoutez en plus des records sur des bassins de 50 mètres, et puis que derrière, vous rajoutez des records sur des bassins de 25 mètres. Donc, vous ajoutez de nouvelles possibilités de records. Autre exemple, l'athlétisme. À un moment donné, on s'est dit oui, on est au max. Notamment le saut en longueur, le saut de Bob Beamon de 8,90 m en 68. Mon père m'a toujours raconté, il m'a dit, bah tu vois, mon petit, je vais casser ma pipe sans voir ce record tomber, et toi non plus. C'est-à-dire que tu seras mort avant qu'il tombe. Sauf qu'il est tombé déjà 2 fois, et dans le même concours. Alors ce qui se passe aussi, c'est que dans l'athlé, ils ont inventé les records outdoor et indoor. C'est-à-dire qu'il y a une faculté des fédérations à innover pour permettre de nouveaux records. Prenons d'autres exemples, le dernier, puis je termine là-dessus, sur les sports relatifs, les sports où il n'y a pas de record, les sports collectifs. Les sports collectifs, il n'y a pas de record. Mais n'empêche qu'on multiplie le nombre d'épreuves. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va jouer un match tous les 2 jours entre la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue qui n'existait pas, il n'y a pas si longtemps que ça, etc. La Coupe de France, le championnat de France, des trophées entre le vainqueur de la Coupe de France, etc. Donc, sur le plan des sciences humaines et sociales, en termes de management et de marketing, les fédérations sportives se démerdent, si vous me permettez l'expression, pour justement donner l'opportunité de multiplier les records. Et ce, dans toutes les disciplines, y compris dans les disciplines relatives. En même temps que, du coup, je vais rebondir, je vais essayer de compléter un peu mon argumentaire sur un autre point. Il y a l'aspect évolution, il y a l'aspect anthropométrique. Il ne faut pas négliger non plus la part du matériel dans tout ça, notamment dans les sports instrumentés. Si on prend l'athlétisme, c'est l'individu qui court, mais c'est un individu qui court avec des chaussures, c'est l'évolution des pointes, etc. C'est l'évolution des surfaces sur lesquelles on court. Dans le tennis, c'est pareil. Suzanne Lenglen, sa raquette, c'est absolument pas la même raquette que ce qu'on peut avoir, ce que peut avoir des Federer ou des Nadal à l'heure actuelle. Donc le côté matériel, c'est extrêmement important. Et moi aujourd'hui, je me pose des questions en tant que biomécanicien et même en discutant avec les amis physiologistes, parce que quand je disais on arrive dans une prise en charge d'un athlète très scientifique, malgré nos connaissances, je vous dirais qu'aujourd'hui, est-ce que demain on peut attendre à avoir un athlète entre guillemets blanc premier sur un marathon? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose aussi sur l'aspect génétique, là encore, qu'on ne maîtrise pas. Il y a quelque chose à aller chercher. Je vais donner un autre exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup en termes de course à pied et de marche de la mode du minimalisme. Vous savez, il faut plutôt maintenant, chez les jeunes enfants ou même chez les adultes, avoir des chaussures où on n'a plus d'amorti. Ce type de chaussures. Très souple. Où en fait, on n'a qu'une petite enveloppe de protection. Mais en fait, c'est des chaussures, voilà, de base, très faibles. Et en fait, tout ça, ça part d'un article de Lieberman, c'est un chercheur qui est parti en Afrique étudier la course à pied chez les Africains. Et en fait, il s'est aperçu que voilà, ces Africains couraient avant-pied, etc. Et le fait de courir avant-pied, c'est-à-dire de ne pas poser le talon au sol en premier, c'était un geste beaucoup plus efficace, et notamment sur l'économie de course, sur les forces. Donc en fait, vous avez des marques qui ont repris un peu ces travaux et qui se sont dit, bah tiens, en fait, il faut faire des chaussures comme ça parce que c'est très bon pour la pratique. Sauf que les Africains
malheureusement, ils n'ont pas tous des chaussures comme nous. Ils n'ont pas tous des chaussures avec un gros amorti comme on peut porter, comme moi je peux porter depuis que je suis tout petit, ou mes parents, etc. Donc il y a l'aspect aussi, encore une fois, anthropométrique, qui rentre en compte. Donc on ne peut pas nous-mêmes porter ce genre de produit sans se blesser. Et puis à l'opposé, on peut prendre par exemple les Indiens Huaraché. Les Indiens Huaraché, c'est une tribu d'Amérique centrale. Eux, ils sont capables de parcourir 600 km avec tout simplement une toute petite semelle de cuir sous le pied et une petite sangle pour maintenir tout ça au niveau du pied. Et quand vous faites une radiographie du pied de ces gens-là, ils ont des os, mais je vous dirais 4 fois, 10 fois, 100 fois plus solides que les nôtres. Ils sont tellement habitués à avoir cette pratique-là qu'au final, voilà, au fil des générations, ils se sont adaptés, à leur pratique. D'autres questions? Alors, moi j'en avais une. On voit, je vais revenir sur le vélo parce que j'ai 2 questions en fait, une médicale, une scientifique. Il y a des gens qui disent on est capable sur un col, par exemple, de calculer physiquement la puissance développée pour passer du bas du col au haut du col à une certaine vitesse. Et on trouve à l'heure actuelle des cyclistes, par exemple, qui enfreignent ces lois de la physique classique. Bon, la question que ça pose, c'est comment des gens peuvent arriver à battre les lois de la physique, c'est-à-dire développer plus de joules que les lois de la nature leur proposent. Et puis la deuxième question que je poserai à l'autre intervenant, c'est d'où vient cet engouement, par exemple pour le Tour de France. D'où vient ce phénomène de masse qui fait qu'on a affaire ici à une épreuve, on va dire, assez simple, qui est de vélo et qui est devenue maintenant une épreuve mondiale et qui montre un engouement des foules, non seulement en France, mais pratiquement sur l'ensemble de la planète. Alors pour la première question sur l'aspect comment un être humain est capable de développer ou de défier, de remettre en cause parfois les lois de la physique, je vous dirais que au-delà des éléments qu'on pourrait apporter, amélioration du matériel, meilleure prise en charge de l'entraînement, ces éléments-là ne doivent pas forcément permettre de développer plus que ce qu'on pourrait développer, enfin, ce qu'on serait capable de faire. À partir de là, reste la question du dopage. Du dopage. On peut se poser, enfin, aujourd'hui, enfin, il ne faut pas se voiler la face, on va être... Quand on voit certains cyclistes sur le Tour de France qui battent certains records dans le Tourmalet, dans la Croix de Fer, etc., on dit c'est super, nos Français sont à l'avant. Ouais, c'est super. Moi, je trouve ça super. Par contre, si on replace les temps de ces gens-là, alors je ne vais pas les incriminer, c'est pas ce que je veux faire. Mais en tout cas, si on replace ces performances-là, on s'aperçoit que ces gens-là ont des performances de gens qui ont été contrôlés malheureusement positifs. Donc j'ai pas de réponse à la question. Oui. Mais ma question va un peu plus loin, parce que même quelqu'un qui serait éventuellement dopé, là on connaît tous le problème du dopage, c'est pas ça que je voulais lancer. Mais même quelqu'un qui est dopé, ça l'empêche. Il est quand même contraint aux lois de la physique. Dopé ou pas, les lois de la physique s'appliquent quoi qu'il arrive. Ou alors après, c'est des modifications mécaniques. Alors après. Ah oui, complètement. Enfin, aujourd'hui, je vous dirais que sur le plan biologique, on est capable de faire des choses sur le modèle animal, mais qui sont... Enfin, par exemple, je vais prendre... des fois, on travaille sur le modèle de la souris. Une souris, on sait que ça a une VO2, enfin une capacité à courir longtemps, qui est très faible. Et pour autant, on connaît certains mécanismes dans lesquels on va introduire une certaine molécule qui va nous transformer, mais complètement notre souris. Allez voir sur YouTube, vous avez des vidéos, vous tapez Super Mouse PepCK. Vous avez en fait une souris naturelle, une souris à qui on a introduit certaines molécules, une barrière électrique, on les met à une certaine vitesse. Lorsque la souris n'est plus capable de maintenir, elle recule sur le tapis, elle se prend une petite décharge et elle revient à la course, jusqu'à ce que malheureusement elle meure épuisée. Et à côté, on a notre Super Mouse. Mais regardez cette vidéo, je vous invite.
La souris normale, c'est quelques minutes. La Super Mouse, c'est plusieurs heures. Sur la deuxième question, sur la popularité, alors je ne vais pas seulement répondre sur le cas du Tour de France, mais pourquoi le sport est-il quelque chose de populaire, est-il si attractif ? Alors la réponse, on la connaît, il y a pas mal de sociologues et d'historiens qui ont travaillé là-dessus. Qu'est-ce qui peut expliquer que le sport draine autant les foules, et c'est le phénomène social qui draine le plus les foules ? Pourquoi ? Parce que c'est un drame en direct et en action. Lorsque vous allez au cinéma, par exemple, ce que vous voyez, c'est pas la réalité. C'est déjà pas une pellicule, mais, puisque maintenant c'est sous format numérique, mais c'est des scènes qui ont été tournées il y a un an et demi. Tout est faux, tout est inventé. Depardieu, c'est pas Gérard Depardieu, c'est Danton. Il devient Danton. C'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même. De plus, c'est un drame en différé, puisqu'il y a déjà un petit moment que le film a été tourné. Lorsque vous allez au théâtre, là c'est un drame en direct. Les comédiens, ils jouent devant vous. Sauf que eux, au moins eux, ils connaissent l'issue de la pièce. Quelle est la particularité du sport ? C'est que non seulement c'est un drame en direct, mais c'est un drame où on ne joue pas. Le sport, dans le sport, on ne doit pas faire de cinéma. Vous savez, quand on dit, il y a certains footeux, ils se roulent par terre, etc., etc. On ne fait pas du cinéma, on joue son propre soi. Nicolas Karabatic, dans l'équipe de handball, il est Nicolas Karabatic, il n'est pas Alain Delon, il n'est pas Danton, ou je sais qui, ou Jules Verne, ou je ne sais pas sur qui on aurait pu faire un film. Et en plus, il le fait réellement sous vos yeux, et particularité, il ne connaît pas l'issue de la rencontre. Dernier point. Quelque chose qui est très populaire. J'ai une collègue ici qui peut en témoigner, la musique. Sauf que la musique, il en manque quelque chose. Alors tout récemment, en été, là, il y a eu un méga concert avec une partie des Rolling Stones, des Floyd, de ce qu'il en reste, de U2, etc., qui ont fait un méga concert en plein milieu des États-Unis, donc la partie, on va dire, désertique. Et il y avait des milliers de spectateurs. Sauf que dans un concert, il n'y a pas la dimension, ce qu'on appelle agonistique. Il n'y a pas l'opposition. Lorsque vous allez voir un match de football ou lorsque vous êtes sur une étape du Tour de France, il y a une opposition. Quand vous allez voir quelqu'un en concert, c'est rarement pour lui jeter des tomates. Donc la dimension conflictuelle n'existe pas. Donc la popularité s'explique par le fait que c'est un drame en direct, en action, en opposition, et où personne ne connaît exactement quelle va être l'issue du résultat. Alors dernier point, pour ce qui est du Tour de France et du football qui sont particuliers, le foot parce que c'est un sport à très haut niveau d'incertitude. L'usage du pied est très incertain. On connaît bien tous les deux avec Jérémy le volleyball par exemple. En volleyball, en Coupe de France, vous mettez une équipe de région ou de pré-nationale contre une équipe de Pro B, de Pro A ou de Pro B, ils vont faire 3 points dans chaque set parce que l'équipe va rater 3 services. Il n'y a aucune surprise. Dans le domaine du football, vous avez des promotions d'honneur, des PHR ou des divisions d'honneur qui tapent des Ligue 1 tout simplement parce qu'ils marquent un but de casquette. Derrière, ils se mettent à 11 dans les cages. Et après, il faut marquer. D'où l'aspect encore plus populaire du foot, parce que l'usage du pied est beaucoup plus surprenant que l'usage de la main, tel qu'on le connaît au handball, au basket ou au volley. Pour ce qui est du Tour de France, je rajoute un tout petit truc, c'est que le Tour de France, il y a une dimension géographique, voire même politique. Alors, juste un tout dernier point là-dessus. Amusez-vous à regarder, il y a un géographe, historien géographe, qui a travaillé sur l'histoire du tracé du Tour de France. Amusez-vous à voir les tracés du Tour de France en fonction du contexte politique. Juste une seule date. Tapez sur YouTube, pour ne pas le nommer, Tour de France 1992. 92, c'est l'année européenne, c'est l'année où sont signés les accords de Maastricht, etc. Comme par hasard, en 92, le Tour de France traverse, entre guillemets, 8 pays européens.
avec évidemment le prologue à Maastricht. Au point que ce n'était plus un Tour de France, en fait c'était un ensemble de boucles dans les 8 pays qui étaient traversés. Le Benelux, l'Italie, l'Espagne, la France, un bout de l'Angleterre, etc., etc. Et dernier point, quand il y a eu les Jeux Olympiques de 1936, la flamme olympique, elle est partie d'Athènes, partie d'Olympie, pardon, pas d'Athènes, d'Olympie. Elle a rejoint Berlin en 1936. Et très curieusement, quand vous regardez le tracé de la flamme, il passe exactement par tous les pays qu'Hitler va annexer par la suite. Les Sudètes, donc la Tchécoslovaquie et la Pologne. Donc il y a aussi cette dimension un peu politique. Excusez-moi pour la longueur. Réponse très intéressante, l'un et l'autre. Parler par rapport à l'être humain augmenté. Pictorius, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que vous pouvez en dire de Pictorius par rapport à l'être humain augmenté? La transhumanité avec des guillemets. La transhumanité avec? Oui, des guillemets. Ben, non. Non, mais c'est en fait ça pose des questions. Par exemple, un ancien collègue du laboratoire qui est maintenant sur Nice, qui s'appelle Jean-Benoît Morin, avait notamment travaillé avec la Fédération internationale d'athlétisme pour en fait identifier si Oscar Pistorius, au travers de son instrumentation, de ses équipements, présentait des capacités physiques qui restent, je vous dirais, dans la norme, dans la moyenne de ce que l'on pourrait retrouver chez un individu de très haut niveau, pour savoir si, oui ou non, la course pouvait se dérouler à armes égales ou pas. Et aujourd'hui, on le sait que non. On sait que, au travers de toute la raideur que l'on peut, enfin de l'énergie qui peut être restituée par ces lames en carbone, etc., on sait qu'on peut dépasser le stade de ce qu'un être humain valide sur ses deux jambes serait capable de réaliser. Donc il y a quand même l'utilisation de la science pour essayer, entre guillemets, de classer ou d'évaluer ses performances et de voir comment on peut placer ça par rapport à un contexte valide. Juste une ouverture là-dessus. Si on prend les Jeux paralympiques à l'heure d'aujourd'hui, les Jeux paralympiques, il y a un vrai problème dans la classification des athlètes. Parce qu'en fait, sur la dernière Olympiade, il y a eu plus de 3000 recours déposés par les athlètes sur ce côté, je suis avec des gens où je sais que je vais perdre. Aujourd'hui, la classification, globalement, par pays, il y a à peu près 250 classificateurs qui vont, du coup, au regard des qualités physiques que l'athlète va présenter, dire tu concours dans cette catégorie ou dans celle-ci ou dans celle-ci, en sachant que dans certains tests de classification, l'athlète utilise son propre matériel et finalement, ce matériel est développé lui-même pour finalement masquer l'handicap. Vous voyez où je veux en venir ? Donc du coup, ça pose de vrais problèmes. Donc le côté 250 classificateurs par pays qui n'utilisent pas le même protocole, les mêmes mesures, ça pose aujourd'hui des soucis. De la même manière que sur ce côté un peu transhumanisme, sans parler d'Oscar Pistorius, aujourd'hui on a tous, quelqu'un qui pratique, il y a tous ces fameux objets connectés. Aujourd'hui, en quasiment temps réel, je connais ma fréquence cardiaque, je connais ma dépense énergétique, je peux connaître avec cette montre le temps de contact que mon pied va poser, que le temps de contact pied-sol va durer, l'évolution de celui-ci. Finalement, on est tous plus ou moins instrumentés et on arrive après, à côté, à prendre des produits pour essayer d'avoir la meilleure performance ou de réguler cette performance. Je vais intervenir juste 2 secondes. On assiste globalement, et Oscar Pistorius en est bien l'exemple, aujourd'hui il y a une interpénétration entre les sportifs valides et les sportifs handicapés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à tracer une frontière. Je vais vous donner juste un exemple qui va vous paraître tout bête. Mais pour faire du sport, pour participer aux Jeux paralympiques, il faut être handicapé. Si moi, par exemple, j'ai envie de faire du basket en fauteuil roulant et que je ne suis pas handicapé, je ne peux pas. C'est une des règles de la Fédération internationale du sport handicapé. Or, on sait que là-dessus,
il y a de la triche. C'est-à-dire qu'il y a des valides qui se mettent dans des fauteuils et qui jouent. Juste un exemple, vous connaissez bien tous la région, vous promenez, vous allez à Saint-Victor-sur-Loire, vous allez au club nautique, pas celui de la ville, hein, le club nautique de notre collègue commun, Xavier de Villa. Ils ont acheté ce qu'on appelle des voiliers qui s'appellent des mini-J, qui sont des voiliers quillards dont peuvent se servir les paraplégiques, parce qu'ils peuvent se manœuvrer simplement avec les deux mains. Vous avez qu'une voile, la grande voile d'un côté, et vous avez la barre sur la main droite. Et alors, évidemment, il n'y a pas de seconde voile, parce que là, ça devient plus compliqué. Le problème qui se pose, c'est que ce bateau, évidemment, gîte. Donc, quand il y a du vent, le bateau gîte. Et est-ce qu'il peut dessaler, c'est-à-dire se coucher complètement, poser la voile dans l'eau? Oui. Sauf qu'il a une quille qui lui permet de revenir après en position verticale. Et alors, la chose sur laquelle je voulais arriver, c'est que j'ai demandé à notre collègue Xavier de Villard, président du club, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner quel est le temps d'utilisation de ces voiliers qui ont été faits exprès pour des handicapés? En gros, 90% des individus qui les utilisent sont des valides. Pourquoi? Alors, moi, je leur ai posé la question, mais je dis, mais pourquoi moi, je fais du voilier? J'ai un 4,85, mais j'ai eu des 4,70, 4,20, etc. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Ils m'ont dit, très franchement, mais c'est super bandant. Pourquoi c'est super bandant? Parce qu'ils ont l'impression de vitesse, parce qu'on est très bas sur l'eau, etc. Résultat des courses, il y a 10% du temps de ces matériaux réservés aux handicapés qui sont réellement utilisés par les handicapés. 80% de l'autre temps, 90%, ils sont utilisés par des gens valides. Et la frontière entre les deux, on pourrait parler aussi de la frontière de genre et de sexe, le cas de Caster-Semenya, et là c'est un petit peu particulier. Alors il y a quelques sports où il n'y en a pas. Pour ceux qui connaissent un petit peu le korfball, qui est un sport collectif qui nous vient des Pays-Bas, vous êtes obligé d'avoir à minima 2 filles dans une équipe. Autre exemple, un sport qu'on connaît mieux, l'équitation, un concours de saut d'obstacles, il n'y a aucune différenciation homme-femme. Vous n'êtes pas... votre sexe, on s'en moque, c'est pas le problème, et vous êtes classé au même titre que les autres. Alors juste un petit point là-dessus. Vous parliez des records dans les années 30, etc. Il faut savoir qu'à peu près dans les années 30, il y avait à peu près 11 à 12 mètres d'écart entre le record masculin et le record féminin sur 100 mètres. Aujourd'hui, la distance serait évaluable autour de à peu près 3 mètres. Il y a moins de 3 mètres d'écart. Si vous prenez Usain Bolt, que tout le monde connaît, par contre son équivalente féminine, personne ne la connaît. Là, c'est un autre problème. C'est un problème de médiatisation du sport féminin. Il y a beaucoup moins d'écart qu'il y en avait par le passé. Donc là aussi, ce type d'écart tend à se réduire. Oui, je trouve que ça pose la question de la performance à l'endroit pourquoi toujours plus de performance? Et quelle est la place du plaisir dans le sport? J'avais entendu dire que les sports collectifs s'étaient beaucoup développés au 19e siècle dans les internats britanniques, au moment où la scolarisation s'était nettement développée pour tous, à l'endroit de l'adolescence, et le sport étant un moyen de traiter les mouvements pulsionnels des adolescents. Ce qui est complètement logique. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de quelque chose du côté du plaisir à aller tricher pour gagner? Je pense pas qu'il y ait plus de plaisir à faire de la haute performance. Le plaisir ne disparaît pas et on n'a pas envie de jouer au football au départ pour gagner du pognon, même si après, bien sûr, c'est peut-être pour ça, mais le plaisir, à mon avis, ne disparaît pas. Mais je laisse à Jérémy, il a plus de billes que moi là-dessus. Quand on entend ou quand on discute avec les athlètes de haut niveau, je confirme, ils prennent plaisir dans ce qu'ils font. Mais ils prennent plaisir sous une forme qui n'est pas peut-être celle que on attendrait du plaisir dans la pratique. Ce que je veux dire, c'est que il y a un peu un décalage entre ce que nous on attendrait d'une pratique sportive et du plaisir que l'on pourrait prendre
entre guillemets, transpirer un peu, la dimension sociale que l'on pourrait retrouver dans un vestiaire avant ou après, tout simplement s'échanger des choses, de la dimension pratique sportive, où il y a aussi, c'est un travail, il y a des enjeux économiques aussi derrière. Quand on parlait, tout à l'heure, quand j'évoquais un peu le dopage, je pense que le côté professionnalisation économique, la dimension événementielle de la pratique sportive, en est aussi un peu pour quelque chose, je pense, dans ces tentations de dopage, je pense. Mais après, je pense que c'est aussi propre à l'être humain d'aller côtoyer un peu ces frontières qui nous entourent. Au laboratoire, on voit souvent passer des gens qui nous disent tiens, l'année prochaine, je fête, ou dans 2 ans, je fête mes 40 ans. J'ai arrêté le sport globalement il y a 20 ans. Et en fait, pour mes 40 ans, je vais faire un marathon. Vous dites, mais où se trouve la dimension mais en fait, il y a cette envie de démontrer que même individuellement, au-delà de la société, parce que pour les athlètes de haut niveau, il y a la dimension un peu sociale de la performance, mais pour d'autres, c'est aussi de se dire, tiens, je suis encore capable de. On peut peut-être compléter aussi, on connaît plein de nageurs de haut niveau, notamment Yann Thorpe ou Van den Hoogenband, qu'on appelait VDH parce que le nom néerlandais est compliqué, qui sont tombés dans la déprime justement parce qu'ils sont tombés dans l'anonymat, ils ont l'impression de ne plus servir à rien. Alors je vais juste témoigner à titre personnel, moi le jour où je m'arrêterai de progresser dans quelque chose, la solution finale est déjà programmée pour moi. Ça c'est clair. Mais après, tout le monde n'a pas ce moteur-là de dépassement, ce que disait Jérémy. Je vais me permettre de compléter. Si vous discutez avec des gens qui ont fait des efforts extrêmes, comme par exemple l'UTMB, etc., ou même sans parler de 160 km, des gens qui ont fait par exemple la Saint-Élion, 72 km, 2000 mètres de dénivelé positif. À la fin de cet effort, alors c'est sûr, vous avez mal. Je connais plein de monde qui dit, mais je suis complètement bête d'avoir fait ça. Il fait moins 10 degrés, il a neigé, etc. Je suis complètement bête. Mais en fait, derrière, le corps sécrète pas mal d'hormones qui, globalement, vous mettent dans un état où, généralement, vous êtes allongé pendant quelques jours, parce que vous avez des courbatures, vous avez très très mal. À cet instant-là, vous vous dites plus jamais. Mais finalement, 3 semaines après, vous y retournez. Oui, mais il y a une différence entre pousser les limites du corps propre à l'endroit bon, je suis un peu psy, désolé, mais à l'endroit de l'au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire au-delà du plaisir, c'est-à-dire dans la douleur du corps, il y a un écart quand même entre ça pour soi et le fait de tricher. Je ne pense pas forcément aux professionnels déjà en poste du dopage, mais les gamins, les adolescents dans les cours de ski de Haute-Savoie, ils sont tous déjà à chiquer à 14 ans. Là, on atteint quand même un degré qui dépasse le sport. Je suis d'accord avec vous. Et je pense que ça, on peut. Les éléments, il faut aller les piocher dans le côté dimension sociale. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez des applications comme Strava. On connaît tous Facebook. Globalement, Strava, c'est le Facebook du sport. Sur Strava, vous allez pouvoir déposer, à partir des objets connectés, votre trace. Je suis allé courir, je veux prendre plaisir, je suis allé courir, j'ai fait 10 km un dimanche matin, j'ai peut-être mis 1h30. Mais quel est le regard des autres sur ma performance lorsque je publie ça au vu de tout le monde, d'accord, en regardant, en disant, tiens, mon ami, lui, il a fait 50 minutes. Donc là, il y a une dimension aussi individuelle, confrontation à l'autre, qui est beaucoup plus directe aujourd'hui avec ce côté réseau social et objets connectés. Et puis après, il y a aussi un transfert. On parle des athlètes de haut niveau. Quand j'étais chez Decathlon, j'ai travaillé pour Decathlon, vous avez des enfants, des ados, des adultes, qui lisent des revues spécialisées. Et on se dit, tiens, Raphaël Nadal sert à plus de 200 km/h parce que sa raquette est comme ça, comme ça, comme ça. Ces gens-là viennent en magasin et vous demandent d'avoir la même tension de cordage, d'avoir les mêmes réglages sur la raquette que Nadal. Est-ce que pour autant, demain, ils seront numéro 1 mondial ? Absolument pas. Absolument pas.
Je vous donne un autre exemple. Dans la course à pied, vous allez sur un départ de trail. Vous regardez les premières lignes qui sont censées représenter l'élite. Globalement, peut-être le top 10. Vous regardez le matériel qu'ils ont sur eux. Et plus vous avancez vers l'arrière du peloton, globalement, on sait que par athlète, en moyenne, le coût du matériel augmente. C'est-à-dire qu'on va acheter les bas de contention qui sont censés améliorer la perf. On va acheter les super gels qui sont censés faire ceci. Ouais, mais quand on peut pas, on peut pas. Et l'autre truc, c'est sur les jeunes. Alors les jeunes skieurs, il y a le côté chic qui est un vrai problème aujourd'hui parce que ça désensibilise les gens, ça va les engager dans des pentes et à faire des choses de manière un peu trop élevée. Et on le voit aussi sur le côté matériel. C'est-à-dire qu'en fait, les équipementiers, certains équipementiers font descendre le matériel des très hauts niveaux, des skieurs très très bons, et ils le déglinent vers le moyen de gamme et le bas de gamme. Et en fait, on a des enfants, des ados qui utilisent aujourd'hui un produit, un matériel, mais qui n'est absolument pas adapté pour eux. Et là, c'est un vrai danger parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'a jamais eu autant de ruptures des ligaments croisés en ski au regard de l'évolution du matériel. Donc chacun, gardez bien votre question en tête. Je vais donner une question et puis après on fait avec Alexandra. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais Alexandra nous fait la biblio comme d'habitude, super. On l'a fait après et le quiz. Est-ce que je peux juste rajouter? Oui, bien sûr, vous êtes là pour ça. Par rapport à la question que vous posez, chère madame, je vais être très provoque, mais les quelques enquêtes qui ont été faites, alors pas du tout chez les sportifs de haut niveau, mais chez les terroristes, mais les vrais, les durs, qui sont restés vivants. Est-ce quand on leur a demandé, est-ce que vous avez eu la sensation de faire du mal quand vous avez fait un carnage à Nice ou à Londres ou je ne sais où? Non. Quand le cas de Simpson dans le domaine du cyclisme, est-ce qu'il avait, on ne sait pas d'ailleurs de quoi il est mort d'une crise cardiaque, mais probablement plus par épuisement que par prise d'onodrine ou je ne sais pas quoi, qui était un produit aujourd'hui totalement ridicule. Ils rajoutaient souvent des choses comme ça en disant qu'ils avaient l'impression, on dirait aujourd'hui, de faire le taf. C'est-à-dire accepter ça, c'est rentrer dans le métier, c'est faire le métier, c'est être encore plus professionnel. Et donc, à partir de ce moment-là, le sentiment d'injustice, d'inégalité dans le sport, il se perd. Vous pouvez justifier certaines actions. Moi, j'ai pris une prime de 135 €. Je me suis payé d'une certaine manière parce qu'elle était injuste. J'ai toujours pas compris pourquoi je l'avais pris. Selon la loi, je serais condamnable. Je me suis débrouillé et j'ai fait une chose condamnable parce que je me suis senti... J'ai senti qu'il était juste de le faire. Donc il y a aussi cette notion-là qui rentre. Et Tom Simpson, il a eu l'impression de faire le job, tout simplement, pas plus. Alors justement, on parlait des enfants et des adolescents. Moi, je suis un petit peu confronté à ça puisque je fais un peu de sport. Je fais entre 1 et 2 heures de sport par jour. J'ai un peu diminué. J'étais à une époque, j'en faisais à peu près 4 heures par jour. Maintenant, je suis plus qu'à 1 heure et demie. Et je vois beaucoup de personnes. Alors, c'est un plaisir, effectivement. Si on ne fait pas de sport, moi, je sais très bien que si je ne fais pas de sport, je ne me sens pas bien. C'est-à-dire que le lendemain, il faut que 2 jours après, j'en fasse 2 fois plus, pratiquement. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une drogue. Quand moi, ça va, je suis adulte, ça se passe bien. J'arrive à me contrôler, ça va. Le problème, c'est qu'en fait, on se dit que maintenant, pour être en bonne santé, il faut être sportif. Et les adolescents, moi, je vois très bien, je fais pas mal de sport en salle, je vois très bien jusqu'où ils veulent. Ils essaient de dépasser les limites, voire même ils essaient d'aller voir la personne qui s'occupe de la salle. Est-ce que je peux avoir de la créatine, quelque chose? Est-ce que je peux augmenter mes protéines? Est-ce que je peux avoir mes 2,5 grammes de 2 grammes par kilo de poids de corps, etc. Parce que le corps, justement, le sport est lié au corps. Et effectivement, quelqu'un qui est sportif est considéré comme quelqu'un de dynamique et de beau. Et c'est ça le problème, on est dans une société du physique. Et justement, là, on pourra peut-être en parler après, mais c'est vrai que le sport est considéré, quelqu'un qui est sportif, c'est quelqu'un qui est beau, qui est musclé, et qu'au niveau de la société, justement, c'est une bonne image. Et là, je trouve qu'on a des catastrophes. Moi, je vois des jeunes qui ont 16, 17 ans, mais je ne sais pas où ils vont finir parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas pris certaines choses, s'ils n'ont pas pris leur créatine, ils ne se sentent pas bien et ils veulent... Alors, il y a l'effet d'image
il se regarde sur Instagram, il voit évidemment sur les réseaux sociaux évidemment d'autres sportifs. Effectivement, il y a vraiment une liaison qui peut être très dangereuse entre le sport et le corps. Et ça, je pense que là, dans une société de l'image, je crois que le sport justement a une part de responsabilité et surtout au niveau des jeunes. Voilà, c'est surtout ça le souci. Voilà ce que je voulais ressortir. Je vous rejoins complètement là-dessus, sur cette notion de culte du corps, ce que l'athlète, la référence renvoie aussi sur ce que l'on peut retrouver entre guillemets sur l'athlète en construction ou l'athlète en devenir. Après, je ne sais pas si c'est le sport qui est fautif. Je pense que c'est plutôt l'aspect communication aujourd'hui qu'il faut arriver à un peu mieux gérer. Le côté aussi encadrement. Il y a certaines activités où il n'y a pas forcément d'avoir un niveau de brevet ou de diplôme très élevé pour pouvoir encadrer, ce qui explique aussi parfois certaines dérives. Le côté facilité d'accès aux produits, ça aussi c'est un vrai fléau en fait. Parce qu'aujourd'hui, de la créatine, etc., des produits, je vous dirais même bien plus élevés que ça, on arrive à s'en produire mais très facilement. Le côté Internet. Aujourd'hui, on a même des produits. Il y a des laboratoires du côté de Montpellier qui ont fait ça. Ils se sont amusés à acheter. Enfin, amusés. L'objet d'étude, c'était ça. C'était acheter de l'EPO et d'autres produits sur Internet et les analyser. Quand vous regardez ce qu'il y a dedans, vous dites mais il faut arrêter. C'est une catastrophe totale. Comme aujourd'hui, les adolescents qui font le fameux régime à base d'œufs, où ils vont être capables d'ingurgiter une vingtaine d'œufs en une journée. Et ils vont manger que ça. Que ça. Et ça a des dégâts, effectivement. Ça crée des dommages. Mais est-ce que c'est le sport ? Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a d'autres choses. Enfin, on peut pas incriminer l'objet sport comme ça, quoi. C'est ce qu'il y a autour de l'objet sport. Les phrases de Coubertin qui disait, parce qu'il était pour la liberté d'excès, lui. On a dit, Coubertin avait dit l'important c'est de participer. C'est faux. C'est totalement l'opposé de ça. L'important, ce n'est pas de gagner, effectivement, chez Coubertin, mais de s'être donné tous les moyens de gagner. L'important n'est pas le triomphe, mais de s'être donné les moyens de triompher. C'est ce qu'il a dit, et la phrase n'est même pas de lui en plus. Donc cette idée en tout cas, d'essayer de mettre toutes les chances de son côté est une idée qui est très prégnante. Il avait, dans un de ses écrits, dans Pédagogie olympique, il a dit « Le sport est fait pour les bons ou pour ceux qui veulent le devenir ». Et malheureusement, notre société... donc je serais un petit peu d'un avis différent de Jérémy. Je pense que le ferment du sport est lui-même lié à l'éthique de la performance. Donc il est, de ce point de vue-là, condamnable. Ce n'est pas seulement les hommes ou la communication. Je pense que le sport en lui-même contient un effet dévastateur. Oh, pardon. Oui, je rajouterais juste un élément. On a parlé. Il y a beaucoup de travaux sur la relation entraîneur-entraîné. La part de l'entraîneur sur globalement cet athlète en construction. Vous allez voir des fois le mercredi après-midi certains entraînements chez des petits. Vous avez certaines personnes qui ont un rapport avec ces enfants qui est globalement réalise ce que moi je n'ai pas réalisé. Donc il y a un rapport entraîné-entraîneur où là aussi il y a beaucoup de choses à faire. Et alors après, la relation au-delà du côté entraîneur-entraîné, c'est aussi la relation parent-enfant. Moi, une bonne partie de ma jeunesse, j'ai joué au foot. Mais j'ai joué au foot non pas parce que je prenais plaisir à être sur un terrain à marquer des buts. Je jouais au foot parce que mon père jouait au foot, qui lui-même avait 14 frères qui jouaient au foot. Enfin bref, l'objet de sport de la maison, c'était le foot. C'est pour ça que tu appelles Rossi. Alors, Rossi, moi j'ai une question. Alors au début du débat, vous avez beaucoup parlé d'optimisation de la performance par le corps, alors la nutrition, l'entraînement, l'adaptation du sportif, tout ça. Sauf que dans des sports par exemple où moi je pratique le VTT de descente, c'est un sport où le meilleur n'est pas forcément celui qui est le plus physiquement en forme, mais surtout celui qui en a le plus dans la tête, qui a le plus de mental. Comment est-ce que vous optimisez ça dans les recherches que vous faites ?
Ça, il y a tout un versant qui s'appelle la préparation mentale. En fait, je suis d'accord, un athlète, c'est des qualités physiques, mais aussi des qualités psychologiques. En VTT de descente, la qualité physique, c'est certain que c'est certainement pas le déterminant de la performance. Par contre, la capacité à mémoriser un parcours, à être le plus réactif entre ce que je vois et ce que je fais, cette coordination oculomotrice, la prise d'information dans un environnement et le geste que je vais y associer. Tout ça, c'est travailler sur un versant plus mental, avec des exercices. Vous avez certainement vu, ou ceux qui ne connaissent pas le film Rasta Rocket, où globalement, ils vont être ensemble dans la baignoire à reproduire ce qui s'est passé. Je vais vous donner 2 autres exemples. Quelqu'un que vous connaissez tous, au moins au travers des médias, c'est Sébastien Loeb. Sébastien Loeb pratique aussi le VTT, et il y a une année, il devait 2 semaines plus tard participer au rallye de Turquie, et en fait il se blesse en VTT et il se fait une fracture au niveau de la main. Il est plâtré. Pour quand même préparer ce rallye de Turquie, un gros partenaire qui est un des leaders dans la console de jeux vidéo, lui a modifié le jeu en fonction des spéciales qu'il allait retrouver sur le rallye de Turquie. Et globalement, il a travaillé le rallye de Turquie chez lui sur une console de jeux vidéo. On parlait de réalité augmentée, on en est là actuellement. Et pour en revenir toujours à ces pilotes de rallye, le pilote, globalement, il n'a pas de vue, quoi. En fait, sa vue, c'est les notes qui vont être données par le copilote. À la vitesse où ça va, vous avez des rallyes, enfin notamment, encore une fois, sur Internet, vous allez trouver des vidéos d'étapes, notamment en Finlande, où ils sont à plus de 200 km/h sur une route où il doit y avoir très certainement 50 ou 70 cm de neige ou de glace. Sur les côtés, vous avez des sapins qui montent très certainement à bien plus de 10 mètres de haut. Et en fait, la seule prise d'information qu'il a, le pilote, c'est le copilote. Et après, lui, c'est simplement de la gestuelle à enchaîner. Et pour terminer sur ce type d'activité, où la dimension mentale, le côté oculomoteur est extrêmement important, c'est l'adéquation entre les qualités du pilote et sa machine. En fait, on sait très bien que les ingénieurs de chez Citroën étaient capables de faire, pour Sébastien Loeb, une voiture plus performante que ce qu'il utilisait en termes de réglage. Par contre, si on allait au-delà du réglage, globalement, l'adéquation entre l'interface homme-matériel était plus optimale. Et du coup, on passait du côté, globalement, risque de crash. Il est maître de sa machine. Oui, il est maître de sa machine. Vous voulez parler parce qu'on va arrêter temporairement, hein, vous gardez vos questions. Sur les différentes disciplines, on a à peu près, alors j'empiète un peu sur tes plates-bandes, Jérémy, mais on a à peu près tous les types de produits voulus pour tous les types de sports. Exemple tout bête, je me suis fait opérer du cœur et je prends des bêta-bloquants. Et je passe, si je me fais faire une prise de sang, je suis positif. Alors moi, mes bêta-bloquants m'emmerdent parce qu'ils me bloquent les pulsations cardiaques pour pas qu'elles montent trop haut. Mais si vous les prenez une certaine dose, ça augmente la concentration et ça vous permet, donc si vous êtes pilote de Formule 1, pilote de rallye, donc sur les spéciales, ou si vous êtes golfeur, de gagner en capacité de concentration. Dernier point, puis je m'implique à titre personnel, je suis un ancien fumeur qui a du mal à se passer de la nicotine. La nicotine, c'est un truc qui est super efficace, quelle que soit la discipline, parce que c'est un excitant. Alors ça a d'autres côtés, mais aujourd'hui, dire qu'aucun sport n'est menacé par le dopage, c'est faux. On a à peu près tout l'arsenal pharmacologique possible et imaginable, même pour les sports. Regardez la pétanque sur l'équipe 21. Moi, je serais curieux quand même de savoir, quand les mecs qui s'enfilent au master de pétanque toute la journée à jouer, je peux vous dire, pour garder la concentration sur les tirs, quand les mecs ils envoient 8 sur 10 le tireur, moi je pense qu'il n'y a aucun sport qui est vraiment épargné. Bien, vous savez qu'on travaille avec la librairie de Paris, et donc on va donner la parole à Alexandra, co-directrice de la librairie de Paris, qui nous fait une biblio sur le sujet d'aujourd'hui. Alexandra, à vous. Bonsoir. Du coup, voilà. Juste pour commencer, on peut passer à la suivante.
Alors, quand j'ai préparé la bibliographie, j'ai pris plusieurs aspects du thème d'aujourd'hui. Donc, la première, justement, c'est la préparation physique du sportif et ce que la science apporte. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'optimisation des performances. Donc, le premier, c'est la préparation physique chez Masson. Voilà, tout ça, ce sont des ouvrages plutôt à destination du grand public, d'ailleurs, pour se préparer physiquement. Même si, après, voilà, cette collection-là, STAB, c'est aussi à destination des étudiants plus particulièrement. La suivante, la préparation physique moderne. Pareil, on aborde la préparation physique par rapport à toute l'optimisation des connaissances scientifiques actuelles, plus à destination des professionnels. Et le dernier, chez Amphora, qui est le plus récent des trois ouvrages, c'est pareil, là c'est plus à destination du grand public. C'est un éditeur qui travaille énormément justement sur tout ce qui est musculation, entraînement, développement sportif. Donc voilà. Ensuite, je me suis intéressée plus à ce que l'étude scientifique du corps humain nous apprenait sur les capacités et ce que vous dites vous sur votre pratique du métier. On fait venir le sportif et on analyse sa façon, comment son corps réagit. Ensuite, j'ai pris l'aspect science par rapport au sport, justement sur la technique et sur le matériel. Ce livre-là, chez Belin, en fait, il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs, qui analyse la technologie appliquée au sport. Chez Belin, vous le connaissez, parce que je vous en parle souvent, c'est un éditeur scientifique de haut niveau, et donc qui est quand même déjà assez ancien, puisqu'il date de 2013. Mais c'est le seul que j'ai trouvé. Ensuite, je vous ai parlé d'un autre, toujours sur la technologie, je vous parle des textiles. Alors, ce livre-là ne parle pas que de l'aspect sportif pour l'utilisation des textiles, mais il en parle et je trouvais ça intéressant parce qu'il me semble qu'à Saint-Just-Saint-Rambert, on a une entreprise, Sigvaris, qui travaille justement sur les chaussettes et les bas de récupération des sportifs. Donc c'était un peu le clin d'œil et puis bon, vu la région, le textile, c'est important. Donc après, je suis partie sur des publications plus générales sur tous les aspects qu'on vient d'aborder et des publications universitaires. Le suivant également, le suivant est un compte rendu de colloque. Voilà, celui-ci. Donc là, c'est pareil, ça va aborder tous les aspects du débat de ce soir. On va rentrer un peu dans tous les domaines. Ensuite, donc, je vous présente les livres de Pascal Charouin que j'ai réussi à dénicher. Non, mais vous êtes toujours disponible, hein, on peut vous commander sans aucun problème en librairie. Donc, une histoire du water-polo. Je ne vais pas vous faire l'affront de parler de votre livre, puisque je pense que vous le maîtrisez bien mieux que moi. Et donc, c'est sur l'histoire du water-polo, les premières règles du football, qui viennent ensuite. Et le troisième que malheureusement je n'ai pas eu le temps de remettre dans le diaporama, mais que je peux vous mettre là à disposition, c'est Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle, publié aux presses universitaires de Rennes. C'est un livre qui fait 28 € et donc c'est un collectif d'auteurs. Et donc là, pareil, je vous laisserai en parler mieux que ce que je vais faire moi, mais voilà. Et alors, ce que je n'ai pas présenté non plus, mais ça vient juste de me frapper enfin l'esprit en vous écoutant parler, ça fait une semaine que je réfléchis sur la bibliographie, que je cherchais des romans qui pouvaient parler du sport et je ne trouvais pas. Et tout à l'heure, en fait, il m'est revenu Courir de Jean Echnoz, qui est publié aux éditions de Minuit et qui parle de Émile Zatopek. Donc, Émile Zatopek, c'est un coureur de fond, voilà. Voilà, que moi je ne connaissais pas, dont mon grand-père m'avait parlé, mais voilà, c'est une légende, quoi. Voilà. Et à écouter, à lire ce livre qui explique bien justement l'aspect physique de sa pratique très particulière pour l'époque, de son entraînement qu'il réfléchit et qu'il construit par rapport aux autres athlètes. Voilà, il fait pas les choses au hasard. Je suis allée voir des vidéos sur Internet parce que je l'avais jamais vu courir non plus et c'est très intéressant à regarder. Ce livre-là, présente le sportif avec beaucoup d'attachement au personnage en plus, parce que finalement, ce livre fait ressortir à quel point c'était un grand sportif. Bon, je voulais rappeler que nos ancêtres n'étaient pas mauvais non plus. Si on prend une légion romaine, par exemple, elle était capable d'aller de Syrie en Belgique à marche forcée avec tout le barda sur le dos.
Et j'aimerais bien savoir combien de contemporains, y compris de sportifs de haut niveau, seraient capables d'en faire autant. Si on prend les chevaliers, c'est pareil, avec 40 kilos de ferraille sur le dos, plus les armes qui faisaient une dizaine de kilos aussi, se bagarraient toute la journée, c'était pas rien non plus. Enfin, je vais aussi jouer le vilain petit canard, parce que moi je pense que le sport actuellement est surtout un prétexte pour vendre tout et n'importe quoi. Ça fait la fortune des médecins avec les visites médicales et réparer les trucs, les marchands de vêtements de sport, les marchands de boissons, de nourriture, les marchands de gadgets. Et on essaye de nous faire croire qu'on deviendra plus performant et qu'en étant plus performant, on sera plus heureux, quoi. Donc peut-être qu'il faut remettre parfois les choses à leur place. J'exclus, n'est-ce pas, les cas individuels. Hein. Je ne me lance pas dans les cas individuels. Je sais qu'il y a des gens qui sont très au-dessus du lot. Mais en moyenne, je pense que c'est surtout fait pour faire vendre n'importe quoi. Merci. Churchill, nos sports. Alors, sur le problème de l'argent et du vendre n'importe quoi, la question par exemple qu'on pourrait se poser et que je vous pose, est-ce que Mbappé ou d'autres qui ont été achetés par le Paris Saint-Germain, sur le plan de la rationalité économique pure, est-ce que c'est une bonne affaire ? C'est une très bonne affaire. Les joueurs achetés par le Paris Saint-Germain sont à peu près amortissables là sur 1 an et demi à 2 ans. Donc en termes de rationalité économique, ça l'est. Mais après, on peut condamner l'excès. Mais en termes de rationalité économique, je vous donne juste un exemple. Le maillot floqué Neymar, il est à 117 ou 120 euros. Et il part comme des petits pains. Donc la rationalité économique fait que malheureusement, je suis d'accord avec votre remarque, mais les sportifs ont une juste valeur marchande. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'ils n'ont pas une juste valeur d'usage. Moi, je ne parlais pas du tout de la valeur marchande. Moi, je parle de ce que l'industrie nous vend. Je parle des montres connectées, je parle des milliers d'hectolitres de bière que les sportifs boivent, n'est-ce pas, en regardant les matchs. Je parle des chaussures, n'est-ce pas, qui soi-disant nous font plus mal au dos et tout, alors que bon. Voilà ce que je veux dire. Je ne parle pas, moi, des cas individuels du sportif qui est rentabilisé par son club. Je parle du vulgum pecus qui achète n'importe quoi et il n'est pas plus heureux ni plus sportif pour autant. Non, c'est sûr, mais est-ce que c'est que le sport ? Non, c'est finalement la société de consommation. Enfin, mais oui, là on parle de sport et sciences, mais finalement c'est la société de consommation dans laquelle on est et qui... Mais ouais, le sport rentre là-dedans. Je vous parlerai de mon exemple perso pour essayer d'alimenter ça, notamment au regard de mon passé chez Decathlon. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, il y a la dimension économique. Il faut rendre accessible, on vend plein de choses. Le but du jeu du commerce, c'est de faire de l'euro, de faire des dollars. Par contre, ça n'exclut pas et ça ne désengage pas les industriels de faire des produits qui sont adaptés et bons pour le corps humain et bénéfiques. Je ne parle pas de l'ensemble des produits un peu fantaisistes ou accessoires, etc. Je peux acheter une paire de baskets où je vais mettre un lacet rouge ou un lacet bleu ou un lacet violet. Ça pour moi, c'est futile. Je vais revenir sur le tennis. J'ai fait ma thèse sur le tennis et au moment de passer l'entretien d'embauche chez Artengo à l'époque, on m'avait dit, Jérémy, nous ce qu'on cherche, c'est des gens pour concevoir des raquettes, donc des ingénieurs. Toi, tu sors de STAPS. Le composite et tout ça, tu connais pas beaucoup. Au final, pourquoi je te recruterais toi ? Ce que j'avais dit au directeur technique à l'époque, c'est je ne vais pas rentrer dans un débat de dire je suis le meilleur, j'ai les compétences, etc. Je vais juste poser 2 questions. Parce que l'avantage des STAPS, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire. Enfin, Pascal m'a eu comme étudiant, vous rentrez en STAPS, vous faites des sciences de la vie, de la l'anatomie, de la biomécanique, etc., jusqu'aux sciences humaines, de la psychologie et tout ça. Donc ça nous ouvre une approche qui est pluridisciplinaire. Et si on revient sur le tennis, j'ai posé à David la question qui est, d'une part, pourquoi les manches sont octogonaux aujourd'hui ? Si on reprend l'image Babola, le manche de raquette de tennis présente des arêtes. Pourquoi ? Et la deuxième question, c'est, vous allez dans un magasin, aujourd'hui, vous avez à peu près 3 tailles de manches disponibles sur un seul modèle de raquette. Quand tout à l'heure Pascal disait le pied finalement on le maîtrise pas très bien, la main c'est un outil qui est fabuleux. Enfin pour moi c'est fabuleux. La main, tous les muscles sont extrinsèques, il y en a à peu près une 40aine et quand on voit ce qu'on est capable de faire avec une main, enfin c'est tout simplement exceptionnel.
Et là, David, le directeur technique, m'avait répondu, mais je sais pas. Babola fait pareil, Prince fait pareil, Wilson fait pareil, bah on fait pareil. Et là, je vous dirais, moi personnellement, individuellement, je n'accepte pas, je ne peux pas concevoir que l'on conçoit des produits à qui on va le vendre à des gens en se disant tiens, le tennis elbow, il faut savoir que c'est quand même un joueur sur deux. Malgré les millions qui ont été investis dans la recherche, on est passé du bois au métal pour les raquettes, au composite, on a trouvé plein de petits subterfuges, les élastomères, il y a toujours autant de tennis elbow. Donc on pourra en revenir, ça c'est encore un autre débat. Mais du coup, au final, voilà. Donc on a passé un peu de temps pour finalement démontrer que l'ensemble des individus, eh bien, on a tous des mains différentes, des capacités différentes, et donc on doit avoir des raquettes différentes. Je terminerai juste, si demain vous allez acheter des chaussures, un modèle, ça va généralement du 34, on va dire chez une femme, jusqu'à quasiment du 46-47 en magasin, et chez un homme ça peut aller à plus de 50. Une longueur de main, ça va de 16 cm de longueur chez un adulte jusqu'à plus de 24, et au total au tennis on n'avait que 3 tailles de manches, ce qui est une aberration complète. Et aujourd'hui on sait que le fait de réduire cette taille d'un point de vue purement économique, tout simplement parce qu'il n'existe pas le pédimètre. Vous savez, vous allez acheter une paire de chaussures, vous ne connaissez pas votre pointure, vous le mettez dans le pédimètre et on vous dit il faut prendre cette pointure-là. En tennis, ça n'existe pas, ça. Ou ça n'existait pas. Voilà. Du coup, je multiplie mes 3 secondes par 2. Les premières 3 secondes, c'est juste que je crois que le sport, comme le reste, on ne peut pas le séparer du discours contemporain capitaliste au sens de l'objet, mais au sens lacanien du terme, c'est-à-dire quelque chose de... C'est une certaine version du rapport de l'humain à l'objet, et le sport n'y échappe pas. Et surtout, ma deuxième question, qui était beaucoup moins terre-à-terre, c'est est-ce que c'est vrai que c'est bien de boire une bière après le sport, ou est-ce que c'est une légende ? C'est la moins pire des solutions. Comment ? C'est la moins pire des solutions. Est-ce que vous pouvez me répéter la première question ? Parce que là, j'étais plus concerné, mais je t'oublie. La première question, c'était pas vraiment une question, c'était par rapport à la remarque de monsieur. Je trouve qu'effectivement, le sport ne peut pas être déconnecté aujourd'hui de la question contemporaine du rapport à l'objet, au sens de toujours vendre et toujours faire croire que l'objet va compléter l'humain. Alors, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que le sport reprend les dimensions excessives de la société, mais reprend d'autres dimensions. Un épisode, par exemple, qu'on connaît mal, mais là, prochainement, il y a un colloque qui est organisé par des sociologues sur mai 68 et le sport. Y a-t-il eu un mai 68 dans le sport ? Oui. Les joueurs de la Saint-Étienne ont fait grève de l'entraînement mai 68. Pas tout à fait pour les mêmes raisons que les étudiants de la Sorbonne ou que les ouvriers de Tcherno, mais ils ont fait ça aussi. Donc, dire que le sport est connecté à la société dans ses excès, oui, mais il est connecté aussi dans des choses qui peuvent être considérées positivement ou négativement. J'en sais rien. Est-ce que mai 68 c'est bien ? Je ne sais pas. Je pense plutôt, moi, que c'est bien que ça ait eu lieu. Mais après, il y a eu aussi des excès. Donc, dire que c'est déconnecté de la réalité... Je veux dire, tout le monde sait très bien comment Hitler a utilisé les sportifs au moment des Jeux Olympiques de 1936. On sait très bien comment Mussolini a utilisé Alfa Romeo, a utilisé le boxeur Primo Carnera, a utilisé le ski alpin pour développer, et bien entendu l'équipe, la Squadra Azzurra, donc l'équipe de football d'Italie qui a gagné les 2 Coupes du Monde de 24 et 28. Dire que c'est déconnecté de la société... Si c'est ça, je veux dire, moi, je n'ai même plus à intervenir ici, parce que c'est... je suis un peu payé pour dire ça, donc je vous le dis. Comment ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, alors Herzog a été utilisé. Pour la petite histoire, quand Maurice Herzog monte l'Annapurna, ils sont 4. Ils sont Lachenal, Terré, Herzog, et j'oublie toujours le dernier. Et en fait, les 2 seuls qui sont arrivés au plus haut, c'est Lachenal et Herzog. Sauf que Herzog, lui, il avait déjà la communication. Quand il a pris la fameuse photo où on le voit avec il a pris Lachenal. Lachenal, il est avec son anorak, il est dans le froid. Ils ont évidemment tous les deux les doigts de pied, les mains complètement gelées. Mais il n'a pas pris la pause. Il est vilain. Il n'en a pas tiré profit.
Herzog, lui, il a dit attention, moi je veux être beau sur la photo. Et sa photo, elle est belle. Et d'ailleurs, les familles sont en procès perpétuel parce qu'en fait, c'est Maurice Herzog qui a retiré toute la gloire de l'Annapurna. Les 3 autres, beaucoup moins. Alors, les 2 autres, par contre, ne sont pas montés jusqu'en haut. Et alors, je me souviens, juste pour terminer, puisqu'Herzog, c'est l'homme politique et sportif français qui a été le plus interviewé par les jeunes historiens thésards. Et Maurice Herzog a toujours dit, mais mes collègues, ils sont toujours en train de se plaindre, les 3 autres, il leur manque des mains, ils ont des doigts de pied. Il dit, mais moi c'est pareil. Et on le voit, il prend son téléphone avec ses 2 bouts de doigts, il dit, Django Reinhardt, il lui manquait 2 doigts pour jouer de la guitare. Mais moi j'ai eu une super vie, je me suis gelé les doigts, je me suis gelé les doigts de pied, et je suis content pour ça. Et là-dessus, c'est vrai qu'il a été très, 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 très valorisé. Et De Gaulle l'a beaucoup utilisé, ouais. Moi, j'avais une question sur la vie après l'exploit. C'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui, jusqu'à très jeunes, enfin 20 ans, 22 ans, 23 ans, vont axer toute leur vie sur l'exploit physique. Est-ce qu'il y a une évolution sur la vie après l'exploit ? Moi, je me rappelle de Nadia Comaneci et elle était relativement petite puce. Et finalement, c'est une femme qui a changé complètement de gabarit. Est-ce qu'il y a vraiment une évolution sur la vie après l'exploit ? L'évolution que j'ai pu constater, j'en ai discuté avec l'ancien capitaine de l'Olympique lyonnais, Rémi Garde, quand je bossais à Lyon, et qui me disait, alors c'est pas un truc post-vie, mais qui l'angoissait après sa vie professionnelle de footballeur. Il a été quand même international, il a eu peu de sélections, 2 ou 3. Mais il nous disait, il y a un truc que je ne sais pas faire. Sur un aspect biologique, il y a aussi certaines pratiques où on va par exemple sous-alimenter les athlètes pour pas qu'ils aient forcément une croissance normale, par exemple. Donc si je prends certaines disciplines artistiques, on va rationaliser, on va vraiment calculer l'apport nutritionnel au cours de la carrière. Vous avez certaines disciplines, le pic, on va dire le haut niveau, c'est quasiment avant la puberté dans certaines activités. Et derrière, une fois qu'on n'est plus encadré, lorsque l'on est complètement libre, où on a accès à certaines choses, oui, il peut y avoir une évolution complète sur le métabolisme, sur le plan physiologique, sur le plan anthropométrique, etc. Oui, encore maintenant. Si on prend la gym, aujourd'hui, la gym, on va contrôler les apports nutritionnels parce qu'on sait que des athlètes qui peuvent présenter un certain potentiel, on sait que s'ils prennent 4 cm de trop, la médaille d'or, c'est plus possible. Comprenez ? Ah oui, mais pour moi, c'est presque de l'ordre de la maltraitance que de... Ah ben ça, après, là, on en est sur... Mais tous les effets, c'est-à-dire que lorsque on cadre ces apports nutritionnels, il y a aussi des aspects sur le plan hormonal, dans la construction d'une femme, d'une jeune fille, etc. Bon, il y a des choses aussi. Donc oui, ça peut bouleverser la construction et la sortie d'une discipline. Ouais. Je pensais que ça avait évolué, il y avait une meilleure anticipation de l'après, mais en fait, la recherche du résultat amène encore à... Alors après, vous avez certaines disciplines qui... Non mais, voilà, la gym en est un exemple. Si un jour, vous pouvez encore une fois aller sur internet, il y a un documentaire qui s'appelle Coach et en fait qui retrace le parcours de 5 grands entraîneurs et notamment un entraîneur chinois qui a préparé les athlètes, les gymnastes aux Jeux de Pékin. Lorsque l'on regarde la méthode d'entraînement, moi qui ai une petite fille de 6 ans, jamais je la mettrai à la gym. Mais ouais, parfois ça peut être de la maltraitance, ou à s'apparenter à de la maltraitance. Ouais, juste un petit point aussi, il y a plein de choses dont on ne parle pas, mais sur les relations entraîneur-entraîné, alors ça dépasse un peu votre question, mais par exemple, moi j'ai été amené à bosser sur le problème des viols dans le monde du sport, le problème des bizutages, notamment dans les équipes canadiennes de hockey sur glace, où là il y a un bizutage qui est terrible. En gros, il faut vérifier qu'on ne joue pas avec un PD. En gros, l'idée c'est ça. Donc tout ce genre de choses, ça perdure dans le sport, peut-être même, alors là pour le coup, plus que dans la société, au point qu'aujourd'hui,
En 2018, par exemple, il y a une manifestation dont vous allez entendre très peu parler, qui s'appelle les Gay Games. C'est les homosexuels qui organisent, qui s'appelait avant Olympics Gay Games, mais ils ont dû enlever le mot olympique parce que olympique, c'est une marque déposée par le CIO. Et le CIO leur a dit, dégagez votre truc. Alors, on a fait quelques colloques sur ce thème. Et moi, j'ai demandé donc à des sportifs homosexuels, je dis, mais pourquoi vous vous mettez entre vous? Il dit, parce qu'on ne nous veut pas. On n'est pas accepté. Donc, on fait du sport entre nous parce que moi, on n'est pas emmerdé. On ne nous demande même pas si on est hétéro ou homo. D'ailleurs, on ne se pose même pas la question. Rappelez-vous aussi l'histoire du Paris Foot Gay qui a rencontré une équipe, on va dire, de confession entre guillemets musulmane, pour être clair. Hein, et l'équipe a refusé de jouer. Depuis, le Paris Foot Gay a été dissous, simplement parce qu'ils n'ont pas réussi leur coup. Ils pensaient faire changer... Donc là aussi, il y a parfois des traditions qui restent. Alors c'est aussi des formes de maltraitance. Mais par exemple, pour vous donner un chiffre, on n'a pas pu retrouver des traces dans les archives judiciaires et médicales des grands hôpitaux de Lyon, des traces de viol ou des filles qui avaient déposé plainte pour viol. Alors qu'il y en a certaines qui parlent, il y a Tennis Woman, etc. etc. Donc il y a aussi des formes de résistance peut-être plus fortes que dans la société là pour le coup. Juste pour compléter, je parlais de la gym. Si je prends l'activité tennis, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on regarde les pôles France qui construisent, hein, qui façonnent l'athlète de demain, aujourd'hui, on sait que globalement, c'est le plus résistant qui va sortir de là. Le tennis elbow, c'est une vraie catastrophe. Mais vraiment, hein, le côté tendinopathie latérale du coude, là, c'est 90% des jeunes en construction qui vont le déclencher. Par rapport à un excès, par rapport à un matériel inadapté, etc. etc. Mais on a quand même parlé beaucoup du sport côté négatif. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement positives lorsque l'on utilise le sport, hein, notamment sur la prévention des blessures, ce qu'on peut faire, ou même aujourd'hui l'utilisation, on va pas parler du mot sport, mais de l'activité physique dans le cadre de maladies comme le cancer. On sait aujourd'hui que, je parlerai de la phase post-cancer, lorsqu'une personne retrouve l'activité professionnelle, etc. L'activité physique permet de prendre en charge un certain nombre par exemple, des douleurs qui peuvent encore être présentes, etc. Où ça fonctionne, quoi.